Merci beaucoup de vous joindre à nous pour cette conférence donc, sur la LED, mais plus particulièrement dans le domaine de la fiction, où nous avons ici donc, une belle brochette d'invités qui vient de divers horizons, chefs opérateurs, loueurs, importateurs, fabricants. On va principalement donc parler de l'utilisation de la LED dans le domaine de la fiction. On sait que dans le domaine de la télévision, les émissions de télé, tout ça, ça marche très bien. Et dans le domaine fiction, c'est utilisé, bien évidemment, je dirais pas le contraire, mais peut-être un peu plus réservé que dans le domaine de la télévision. Alors, pour commencer, je vais laisser les invités se présenter. On va commencer par Vincent. Bonjour, donc je m'appelle Vincent Jeannot, je suis directeur de la photo. Un peu dans tous les domaines, mais essentiellement en fiction, télévision et long métrage. Bonjour, je suis Jacqueline Delaunay. J'ai une société de location d'équipements de projecteurs, essentiellement en LED. Bonjour, je m'appelle Nils de Montgrand, je suis fondateur de DMG et plus récemment, je m'occupe de la lumière chez Rosco, responsable lumière de la société Rosco. Et on fait que de la LED. Bonjour, Danny Bruyère de TSF. Voilà, on est loueur de matériel, prestataire pour le cinéma, la fiction essentiellement, un peu de publicité. All right, ladies and gentlemen, here is the sentence in French. I try to introduce myself. So, je m'appelle Florian. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je parle pas français. Donc, moi, je vais assurer traduction simultanée. Yes, so. But before we do that, the question is, who does not understand me? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle pas anglais? Tout le monde est bilingue dans la salle. Tout le monde est bilingue? On verra. I have a Bavarian English anyway, and Bavarian and French. There are some words very similar to each other. Okay, so we try our very best. You need to introduce yourself. So who are you? Oh, who I am? Yes, I thought Florian would mean everything. Okay, so for RE Lighting, I'm since 5 years responsible for the entire portfolio. It's called Head of Product Management in terms of title. Donc, chef de département Product Management, pardon. Et moi, je travaille en France, donc je m'appelle André et je travaille chez Harry France, responsable de la lumière. Et enfin moi, donc Mathieu Misirakache, je suis donc directeur de la photographie depuis plus de 10 ans à peu près, principalement dans le domaine de la fiction, et je travaille depuis, on va dire, 4-5 ans, essentiellement avec des produits LED, des projecteurs LED, que j'ai appris à connaître grâce à Jacqueline ici présente. Voilà. Et donc en fait la première question en fait qu'on va essayer de voir ensemble, c'est aujourd'hui, on va dire en 2020, puisqu'on y est bientôt, alors que la LED est principalement arrivée en 2012, commencé en 2012 à venir commencer à frapper à ta porte. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est 8 ans après sur la qualité des spectres de la LED aujourd'hui, je parle, attention, je parle aujourd'hui. Est-ce que la LED peut remplacer les projecteurs traditionnels qu'on connaît, tels que la technologie tungstène, fluo et HMI? Et est-ce que la LED est bien plus qu'un projecteur à effet? Voilà, donc je vais commencer par Vincent. Oui. Alors, bon, c'est un peu particulier parce que moi, je fais partie des adeptes de la LED. Au début, il y a eu un peu des problèmes de couleurs, de spectre et tout ça et tout, mais ça, c'est un peu, pour moi, c'est un peu le passé. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Surtout, ce qui est à l'heure actuelle au niveau de la fiction, c'est d'arriver à convaincre les équipes d'utiliser la LED. C'est un peu ça. Les chefs électro il y en a certains qui veulent pas y aller tout de suite dessous, mais dès qu'ils y sont passés, alors je dirais les problèmes de spectre, de choses comme ça, avec tout ce qui est étalonnage numérique, avec tous les progrès qu'il y a eu au niveau des capteurs, des caméras, plus tout ce qu'on peut faire à l'étalonnage, pour moi, c'est pas un souci. C'est-à-dire la LED, vraiment, c'est l'utilisation de la LED, c'est pas au niveau du spectre, c'est au niveau des grandes puissances.
C'est-à-dire tout ce qui est soft et tout ça, ça fonctionne très bien. Mais au niveau de grande puissance, bon, ça ne remplace pas encore des grandes puissances en HMI. Quoique, il faut voir comment on les utilise. Comment on utilise. Mais surtout, le gros avantage de la LED, pour moi, il y en a plusieurs, c'est déjà la faible consommation. On peut être sur batterie, ça change tout. C'est-à-dire que, par exemple, si je dois mettre un projecteur au plafond, comment je vais l'alimenter? Je l'alimente, je planque 1 ou 2 batteries au plafond et le projecteur est autonome. Et il y a aussi, ce qui a révolutionné pour moi l'utilisation de la LED, c'est le contrôle, c'est-à-dire le DMX sans fil. Et ça, quand on commence à goûter à ça sur les tournages, on a un contrôle, on a une facilité de travail qui est incroyable. C'est-à-dire un contre-jour qui est un petit peu trop fort ou un petit peu trop froid, je n'ai pas besoin de prendre un escabeau, d'arrêter le tournage, d'aller installer de la gélatine ou quelque chose, crac, je peux le faire à distance. Et quand on commence à goûter à ça, ça fait tache d'huile. C'est-à-dire, moi je travaille avec des chefs électriciens qui m'ont regardé un peu comme un alien au début quand je sortais l'iPad et des trucs comme ça. Et maintenant, c'est eux qui ont perfectionné le système, qui prennent un gaffer control, d'autres systèmes et tout. C'est eux qui y vont. Et les équipes électriques, les équipes d'électro commencent à changer. C'est-à-dire, généralement, dans les équipes et tout, il y a un geek. C'est lui qui va être là pour gérer les problèmes de Wi-Fi, de Lumen Radio et tout ça. Voilà. Donc, pour dire que pour moi, c'est une grosse révolution. Et la seule réticence que j'ai, c'est les grandes puissances. Et puis aussi, sur les grandes puissances, les Fresnel, le bruit, les ventilateurs. C'est un peu... j'ai eu la chance d'essayer certains projecteurs qui étaient en refroidissement passif. Et là, de ne pas avoir ce bruit de ventilateur, c'était vraiment bien. Donc, si j'ai une réticence par rapport au LED, c'est par rapport aux grandes puissances. Merci Vincent. Jacqueline? J'ai pas beaucoup de choses à rajouter à ce que dit Vincent, parce que je pense que c'est exactement ça. La LED a apporté beaucoup d'avantages au niveau de l'exploitation. Le fait de pouvoir... La faible consommation permet l'utilisation de batteries simplement. Le fait d'avoir des projecteurs bicolores, c'est-à-dire des projecteurs dont la température varie entre le tungstène et le HMI, ça simplifie énormément les usages sur le terrain. L'arrivée depuis assez peu de temps, mais l'arrivée de la couleur sur les projecteurs permet également de rajouter un peu d'effet, de rajouter de la qualité de spectre sur la lumière aussi. La diversité de formes, parce que on avait l'habitude des projecteurs ronds avec du Fresnel ou pas au départ, et sur lequel on rajoutait essentiellement des boîtes à lumière. Là, vous avez des projecteurs de toutes sortes de formes qui permettent de s'adapter aussi à toutes sortes de types de tournage. Donc, la LED a apporté, c'est vrai, toutes les puissance, on va dire, petite et moyenne, une facilité d'exploitation sur les tournages qui est évidente. Je pense que plus personne ne met en cause l'usage de ces produits sur les tournages. Après, effectivement, et moi je vais laisser parler surtout les gens qui fabriquent les produits, parce que c'est eux qui savent mieux que personne comment ça fonctionne, la LED. Mais en tout cas, la difficulté qu'on a sur les fortes puissances, c'est que c'est quand même un composant qui n'aime pas trop la chaleur. Et donc, quelle que soit la façon dont on s'en sert, il faut systématiquement penser à comment on va la refroidir, et donc du coup ça limite un peu la taille et la puissance qu'on peut lui donner, puisque plus il y en a de petites composants côte à côte, plus ça chauffe, et donc plus c'est difficile à refroidir. En tout cas, c'est là où il y a des efforts à faire, et c'est là certainement où il y a le plus d'idées, parce que du coup ils arrivent avec des idées nouvelles de présentation des projecteurs, mais on
aujourd'hui, il y a une diversité, un choix dans les marques, dans les formes et dans les puissances des projecteurs, on va dire entre petite et moyenne puissance, qui est quand même assez phénoménal et qui devrait pouvoir permettre à chacun de trouver son bonheur. Voilà ce que j'ai à dire. Merci Jacqueline. Nils, alors que tu vas justement, toi qui es constructeur, tu vas pouvoir nous Ouais, donc moi je suis pas notamment, utilisateur. ouais, et notamment sur les grosses puissances. Alors, avant de parler des grosses puissances, parce que je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait, et Jacqueline a bien expliqué qu'il y a des contraintes de chauffe qui faisaient que c'était difficile de sortir des équivalents 2 kg, 4 kg, 6 kg, etc. Moi, juste pour rebondir un peu sur la partie spectre, je pense que la LED, elle est établie, et la partie spectre, et la question, c'est est-ce que ça peut remplacer le HMI, le tube et le tungstène. Je pense qu'on peut déjà dire que le tube a été en grande partie remplacé si on les trie. Je pense que la LED, elle a déjà bien remplacé le tube. Le tube, il avait un spectre qui était quand même assez sensible, assez capricieux, avec des pertes de qualité spectrale assez rapides, des pics de verre, etc. Je pense que vous avez tous, je pense qu'il y a beaucoup de techniciens dans la salle qui ont vécu ça. Donc je pense que là, la LED, elle a remplacé la technologie tube. Après, est-ce que le spectre LED peut remplacer le HMI et le tungstène ? Le HMI, je pense que oui, on s'en rapproche, on n'y est pas, mais on s'en rapproche. Je vais prendre 2 minutes pour expliquer pourquoi. Et après, le tungstène, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est une courbe de spectre très linéaire, très pleine. Dans le spectre du tungstène, pour ceux qui ont déjà vu une courbe, il y a toutes les couleurs, il y a une représentation des couleurs qui est maximale comme le soleil. Et donc du coup, de réussir à faire ça avec la LED, il faut simplement avoir l'arc-en-ciel, il faut avoir toutes les couleurs disponibles pour pouvoir réaliser le même spectre. Ce que je trouve intéressant moi, au niveau de la LED et la progression qu'il y a eu, c'est qu'au départ, une LED blanche, qu'elle soit en 3002 ou en 5006, c'est une petite puce bleue avec une couche de phosphore par-dessus. Et le spectre qu'elle délivre, il est plutôt le spectre d'une diode blanche en 5006. C'est un gros pic de bleu qui tombe complètement dans les cyans et dans ce qu'on appelle les limes, et après qui remonte dans les verts et qui remonte dans les rouges. Et les 2 gros problèmes du spectre de la LED blanche, donc cette puce bleue en phosphore, c'est qu'elle a ce gros manquement, elle a ce gros pic de bleu, d'une part, et elle a ce gros manquement dans les cyans, et elle a un rouge qui est en longueur d'onde, c'est un tout petit peu technique, et très court. Et donc, ce que nous, on a essayé de faire, et mon confrère Florian, je pense dire la même chose, parce que la piste que Harry suit avec le orbiteur est assez dans cette dynamique-là, c'est de dire, on va, plutôt que de faire du blanc avec une LED blanche et un spectre qui est finalement assez limitatif et qui n'arrive pas à remplir et à reproduire toutes les couleurs, on va fabriquer du blanc avec de la couleur. Et donc, ce qu'on a fait nous chez DMG, c'est qu'on a rajouté du lime, donc pour combler ce fameux manquement, pour apaiser un petit peu le pic de bleu et combler le gros manquement qu'il y a dans les cyans, dans la LED, d'une part, et d'autre part, on a sélectionné un rouge qui est en fait une puce bleue avec une couche de phosphore par-dessus, c'est un peu tordu. Et en fait, ce rouge, il y a une dominante de couleur qui est beaucoup moins forte, donc c'est un rouge qui est moins saturé. Par contre, il est beaucoup plus large sur le spectre. Et donc, ce qui permet de combler un petit peu ce que le tungstène et ce que le HMI reproduisent. Donc, réaliser les mêmes spectres, c'est impossible, et je pense qu'il va se passer des années avant que la LED réussisse à arriver à la qualité d'un tungstène, voire d'un HMI. Mais je pense qu'on est sur des bonnes pistes avec maintenant des technologies avec 6 LED différentes, 7, 8. On voit des choses qui arrivent qui nous permettent d'imaginer qu'on y arrivera. Après, la LED et la manière dont elle émet la lumière est quand même fondamentalement différente de la chauffe du filament tungstène, et donc les amoureux du tungstène et de cette chaleur et de cette texture, c'est sûr que la LED, je pense pas qu'elle lui arrive à la cheville, et c'est pas pour demain. Je vois pas la technologie LED actuelle évoluer vers une qualité de tungstène telle que le tungstène traditionnel. Donc je pense que pour reprendre, tube à mon avis c'est déjà fait, HMI c'est quand même un spectre très irrégulier, le spectre HMI. Je pense que la LED arrivera à ces performances là, et avec les problèmes des grosses sources et de la chaleur. Et le tungstène, à mon avis, c'est pas demain que la LED remplacera le tungstène. Et le tube n'a pas remplacé le tungstène, tout à fait. Ouais, tout à fait. Le tube n'a jamais remplacé le tungstène au niveau du spectre non plus, et pourtant on s'en servait beaucoup sans se poser de questions. Ouais. On est à peu près dans la même logique, hein. Le tube et la LED,
Tout à fait. Le même genre de spectre en fait. Ouais, tout à fait. Et je voulais juste rajouter un truc. Je pense aussi que la LED, elle performe beaucoup dans ce qu'on appelle les sources douces. Donc les panneaux, hein, où on a une lumière qui est très étale, qui est très douce et non pas dure, comme un HMI, etc. Et je pense que ça, et peut-être que Vincent ou toi allez me challenger là-dessus, mais je pense que la manière de travailler la lumière, elle a beaucoup évolué. Mon grand frère est chef opérateur et je pense que la LED, les sources douces ont changé. La source dure, elle est compliquée à travailler en fait. Parce que la source dure, elle se travaille, elle se fait rebondir, elle se fait. On met un drapeau devant. La source dure est un outil qui est assez compliqué à travailler. Et je pense que naturellement, avec toutes ces sources douces qui sont flexibles, qui sont super légères, qui passent partout, etc. L'utilisation de la source dure, elle s'est un petit peu perdue. Et l'utilisateur, et c'est pas, ne soyez pas offensés, mais va un peu vers la simplicité de dire je mets du doux un peu de partout, j'étale de partout, je corrige mes ombres, etc. Et en fait, j'arrive à très bien travailler avec essentiellement de la source douce. Et je dis pas que la source dure disparaîtra, parce que je pense qu'elle va un jour revenir, le jour où il y aura des sources qui seront suffisamment performantes pour ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une grosse évolution de la manière de travailler. Avant, on travaillait que de la source dure et on la flaguait, on la bounçait, on l'envoyait dans tous les sens. Alors que la source douce, elle a cassé un peu cette dynamique, je pense. Dany. Moi, il y a deux choses, ou non, il y a plusieurs choses. D'une part, je ne suis pas tout à fait d'accord que la source dure est en train de disparaître. C'est ça qui sert quand même à modeler l'image et à donner une direction à l'éclairage. Quand on a le temps de le faire, c'est peut-être devenu davantage un luxe, mais c'est quand même ce qui signe les œuvres des grands chefs opérateurs. Deuxième point, effectivement, sur le sujet du spectre, qu'on peut voir avec les LED. Je pense que Niels l'a bien résumé. La chose qui est importante, c'est de ne pas se fier à ses yeux quand on travaille avec des LED, mais de regarder à travers la caméra. Parce que la caméra, comme ce sont des sources qui sont discontinues, parce qu'ils vont utiliser par exemple 5 ou 6 différentes LED pour créer une couleur homogène, on va se retrouver avec une variété de crêtes et les capteurs, les capteurs CMOS des caméras ont aussi, eux, leur performance sur certaines fréquences et le processing des caméras va lisser certaines couleurs et n'en lissera pas d'autres. Donc ça, chaque fabricant a sa propre sauce et on s'aperçoit que si on filme la même charte avec deux différentes caméras avec le même éclairage, qu'on aura deux réponses très différentes ou potentiellement très différentes. Donc, c'est vraiment important de ne pas se fier à des index, un index CRI c'est une indication. C'est sûr qu'on a plus de chances d'avoir des bons résultats avec un index très élevé, mais ce n'est pas l'absolu. Parce qu'on mesure 14 fréquences plutôt que la totalité du spectre. Et ça, sur les carnations, ça peut être particulièrement sensible. Donc, quand vous faites vos choix de LED, si vous avez l'occasion de pouvoir le faire, choisissez-les à travers la caméra que vous allez utiliser pour le projet. Surtout en fiction, sur des films publicitaires où la couleur des produits peut être très importante. Après, certes, la majorité de ces nuances-là peuvent être ajustées en étalonnage et pour le spectateur, ça va passer comme une lettre à la poste. Mais quand on essaye vraiment de rendre de manière la plus fidèle et de contrôler le plus d'éléments possible dans ce qu'on éclaire, c'est important de prendre en compte le facteur caméra dans toute cette équation-là, parce que ce sont ces yeux-là qui aujourd'hui interprètent la performance des LED. Les nôtres vont compenser, vont s'habituer à des dominantes de couleurs à 4300 ou à 3200 ou à 5600. La caméra, elle, va réagir différemment à ça. Elle aura besoin d'un différent type de compensation pour les différents types d'illuminants. Et là, avec les LED, tout d'un coup, on se retrouve avec des centaines de types d'illuminants différents. Donc, et le troisième point, je ne me souviens plus, j'y reviendrai. Oui, non, c'est juste pour dire que
Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on disait oui, mais pendant des années, on a utilisé le tube, mais on n'avait pas non plus les moyens de mesurer avec la précision qu'on sait le faire aujourd'hui tous les éléments colorimétriques. Nos moniteurs sont mieux calibrés qu'ils l'ont jamais été, nos salles de cinéma sont plus précises qu'elles l'ont jamais été, et donc toutes ces nuances-là dans la reproductibilité de l'œuvre et dans l'économie de temps d'étalonnage qui est imposé de plus en plus, plus notre travail est bien réglé dès le début, mieux notre étalonnage pourrait être consacré à du créatif plutôt qu'à tirer sur les quatre coins de la couverte pour essayer de compenser les couleurs. Et puis, parce que quand on tire sur une couleur, ben, toute la couverte vient et ça va affecter d'autres couleurs environnantes. Donc, dans vos choix de LED, c'est pareil. On sait tous très bien qu'il y a des meilleures marques et des moins bonnes marques. Les meilleures marques, ça vaut le petit supplément que ça peut être en location parce qu'on aura une uniformité colorimétrique qui sera supérieure à celle de LED qu'on pourrait qualifier de low cost. Voilà. Merci. Merci, Dany. Okay. Yeah. First of all, I would 99% of everything you have said, I would totally agree. Je suis d'accord à 99% avec tout ce qui a été dit auparavant par des collègues. Some of the discussion always reminds me of the early days of digital music. Cette discussion, il rassemble les discussions d'autres temps à propos de la musique numérique. And of course also the time when, of course, the entire industry, but also ARRI started to work on digital cameras, of course, then starting really professional level, I would say, with the Alexa. Also doing a huge difference from what was, in terms of analog times, to so-called digital or modern times. Ça ressemble aussi à une époque des lancements des caméras numériques chez ARRI. So this discussion started at a very high level, and of course, those guys of you who have worked with film and all the grain, there were different difficulties back then. And step by step, like it was on music, like it was with the digital cameras, for me it's the same, very similar with digital lights. Au début, c'était une discussion un peu difficile à faire, donc discussion un peu académique avec les différents niveaux des connaissances des interlocuteurs, et donc ça devient un peu plus facile actuellement. Of course, the beginning started at a relatively low level. The first ARRI LED light, which was ready to be sold, was in 2006. It was called PAX. And I would be interested, who of you know of this PAX? Donc, nous avons lancé premier produit LED Dell en 2006. Donc, ça fait déjà 13 ans. Donc, je veux savoir qui parmi vous a entendu de ce produit PAX, qui s'appelle PAX, PAX. So already back then in 2006, this product contained all the gels which we have still in the Sky Panel and also now in Orbiter. Ce qui est incroyable, qu'en 2006, ce produit-là, il est déjà avec capacité de reproduire différents gels en 2006. But of course, the quality of the LEDs themselves were not on the same level, not in terms of efficiency, but of course efficiency, but also to reproduce the LEDs by themselves. So with something like binning. Bien évidemment, la qualité des composants électroniques à l'époque a été bien inférieure si on compare avec le niveau d'aujourd'hui. But again, that is a journey, and what happened over time is that we, as a manufacturer of luminaires, since actually 1924, we made that change. But with us, a lot of new people showed up, a lot of great new spirits and characters who worked on set mainly came up with their own ideas of creating products. So that means that with more components available, because we now build all computer, we need all those elements computer also use. It was available, this kind of technology was available, has become available to many more people, and then of course many more companies. But auparavant, c'était vraiment une technologie des niches LED.
d'elle. Donc maintenant, c'est devenu la technologie des grands publics aussi grâce à le fait que la qualité et le coût des composants électroniques, les coûts sont baissés. Donc c'est grâce à tout cela, nous avons maintenant une multitude des fabricants sur le marché qui peuvent, et vous, grand public, peut s'offrir certains produits de haute qualité au prix assez abordable. What basically happened from my perspective then is that the entire industry had to restart. Tungsten lights out of 2010, let's say, or even of today, are not the same tungsten lamps, the tungsten, the bulbs, as they were 50 years ago. Also, HMI bulbs developed a lot. And the same happened then, of course, to LEDs. Mais ce qui est curieux, si on parle des tungstènes, des ampoules qu'on utilise dans les tungstènes, la qualité de ces produits est augmentée aussi depuis quelques temps. So we started basically with components which were not supposed for our market. And to those of you who have used 5 or maybe even still today, but 5-10 years ago, the first replacements for household bulbs, you experienced this bad light. It was white light, but it was a bad light. And you see, those were the first things we started from. Si on parle de la période il y a 5-10 ans, la qualité des composants, encore une fois, à LED était vraiment inférieure. Et dans nos maisons, on a vu qu'à chaque fois qu'on a acheté l'ampoule LED, on n'était pas du tout satisfait avec la qualité et avec le rendement des couleurs. And this development basically is still ongoing. And that's, for me, the main reason why different manufacturers come up with different ideas on how you combine LED and which LEDs you combine. So what is missing, and if I would be on the application point of view, that would be something, and we come to later again, is about the missing standardization. So if you buy a tungsten bulb, depending on which manufacturer you like better, then you can be sure that they're all very similar to each other. With HMI, which is still an Osram brand, you can buy other discharge lamps as well, and they are still, with some variants, close to each other. If you buy LEDs, not just LED light engines or then even fixtures, if you buy LEDs, they are all different. You may have heard of the different binnings. So there's 3 binning, there's even a 1 binning. And I can tell you, you buy the same LEDs, so LEDs from 1 bin, and they are totally different. Je crois qu'il faut vraiment accentuer le fait que les différents fabricants des LED, ils utilisent différents modules LED, différents tris. Et donc, ça veut dire que les composants électroniques, ils sont différents et il y a différentes qualités. Et donc, c'est comme ça qu'il faut juger les produits finaux des différents fabricants. Et même si on compare avec tungstène ou les autres technologies, là, il y a très peu de choix au niveau des ampoules. Donc, il y a 2-3 fabricants des ampoules tungstène qui sont sur le marché et c'était déjà depuis quelques années. Donc voilà, donc c'est ça ce qui différencie la technologie des lumières d'elle et les autres. Right, and as I said, this development is still ongoing, so we all try to find the answer to replace what a tungsten light can be. But as you said, the tungsten for me is the most beautiful artificial light source. And we are getting really close to it, step by step. So, of course, it's the number of LEDs you mix, but it's not just a number. You have really to mix the right LEDs together. As you said, for instance, there is nothing like a white LED per se. It's always a blue LED with a phosphor on top or something to convert it. And those elements and those also missing developments from the component level gives us some extra headaches to overcome the problems and to come up with a tool which is versatile enough, powerful enough, and very flexible to give you a tool you can use on your daily set or whatever your kind of workflow is. Moi, je partage l'opinion d'Ennis à propos des remplacements, qu'on a déjà remplacé les tubes et c'est pas très facile de remplacer tungstène parce qu'on n'est pas encore là, il n'y a pas de puissance nécessaire, etc., etc. Mais avec les différents composants électroniques et avec les outils de contrôle que nous avons, on approche vraiment cette stade-là
quand on sera capable d'approcher un peu plus la qualité de lumière tungstène. On joue aussi avec les couleurs. Donc, on joue avec les différentes couleurs et ça produit certains résultats. I think I need shorter sentences. Now we have the situation that the camera's still developing. We have the same sensor for a couple of years, but nevertheless, other companies come up. So there are a lot of digital cameras with a lot of different digital sensors. We come up with a lot of different light engines in our digital light sources. You see, there are a lot of things happening in parallel. One very, for me, say interesting but dissatisfying aspect as well is about the metrics. There is, of course, the CRI for a long time. Then there was the TLCI. I think it's available since 3-4 years, something like that, by Alan Robertson. Did a great job. But this is mainly, if I am informed correctly, related to broadcast-style cameras. There are other indices, metrics, like the TM3015. The ASC, the technical community of the ASC, tries to promote the SSI, the Spectrum Similarity Index. So there's a lot of things, and we have not aligned on the one which gives us the most accurate information. And as you described already, that's for me the most important topic. All those data which we give you are indications, good indications, but that's it. All the metrics we give to you, everything we talk about is a good indication. The only way to convince yourself that this product, and always a matter of not just the camera, but also camera lenses, and of course the lighting, including all the kind of control possibilities, that is something you have to find out while testing. For me, that's the only way to assure yourself that the combination you're using is the best one for your job. Donc c'est pour dire qu'on partage l'opinion d'Annie, qu'il faut toujours voir à travers des caméras, parce que maintenant il y a beaucoup de choix des capteurs, des caméras. Nous avons vraiment une chance en tant que Harry d'être fabricant des caméras avec le capteur des hautes qualités. Chaque fois qu'on parle de qualité de lumière, il y a des différents indices, différentes caractéristiques, différents langages qu'on utilise. C'est pas déjà Edoré, c'est le niveau des CRI, donc l'indice des rendements des couleurs. On vous dit que voilà, nos luminaires LED, ça commence à 95 et maintenant avec Orbiter, ça approche 98. Mais à chaque fois que vous utilisez le luminaire LED, il faut vraiment juger pour vous-même. Donc, qu'est-ce que vous voulez avoir comme les résultats? Parce que la lumière de nos jours, ça devient vraiment un outil créatif pour vous exprimer sur le plateau. Donc, et comment vous pourrez vous exprimer sur le plateau avec le lumière seul? C'est pas possible, parce qu'en plus, il faut assurer que c'est bonne lumière pour un bon caméra. Donc, les deux, ils travaillent ensemble. And one very elemental or essential way to support that, of course, is that all of our lighting fixtures run a calibration. So the LEDs, the light engine which we build, which we create on our own, we don't buy anything from anyone beside the LEDs, but the LEDs are also defined by ourselves, and then they run a calibration test or a calibration process. And with this calibration process, which could be also repeated over lifetime, for whatever reason is, we can ensure that the variance, the tolerances between the luminaires are at a minimal level. Mais aussi, il faut parler des processus de fabrication des LED, parce que pour chaque luminaire, il faut être sûr qu'il est bien calibré. Donc, il faut passer de temps parce que si on parle des LED, les composants, même si vous utilisez les composants de haute qualité, ils doivent être calibrés. Donc, cette étape de calibration, c'est vraiment très, très important. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour vos témoignages. On a vu le problème des grosses puissances et des alentours du tungstène. Maintenant, on a fait une remarque tout au début de cette conférence on va revenir là-dessus, qui est en fait l'utilisation de la maîtrise des projecteurs sur le plateau par un système DMX. Et d'autant plus intéressant, l'utilisation de DMX sans fil, parce que c'est vrai que le DMX, ça fait un câble en plus à tirer. C'est déjà long de tirer un câble pour l'alimenter, le projecteur. Donc l'alimentation DMX sans fil qui arrive sur le marché. Et je crois que Vincent, toi, tu m'as dit que tu en utilisais pas mal sur les plateaux. Donc tu vas nous expliquer un peu les avantages. Les inconvénients, bien sûr. Alors j'ai commencé, c'est une petite anecdote, mais je donnais des cours dans une école de commerce et chaque année ils faisaient un petit court-métrage de 3 jours. Bon, comme c'était pas trop des techniciens, j'ai décidé de prendre du matériel chez Jacqueline et chaque année j'essayais les dernières nouveautés en LED. Ça me permettait, moi c'était mon banc d'essai pour ces petits tournages-là. J'avais fait le choix des LED pour 2 raisons très simples. Bon, déjà il ne ferait pas sauter le compteur au niveau consommation et il ne brûlerait pas les rideaux de la grand-mère. Voilà, parce que comme c'était pas vraiment des techniciens qui allaient tourner, on les initiait à un tournage, donc c'était comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé, donc Jacqueline j'ai pris des projecteurs, à chaque fois les nouveautés et tout ça, et puis un jour, elle a commencé à me parler du DMX, en me prêtant un iPad qui avait un fil à la patte, ça s'appelait le fil rouge et tout ça, et j'ai commencé à jouer avec ça. Et puis petit à petit, on est passé au DMX sans fil. Donc le DMX, c'est un protocole de commande. En gros, c'est des informations qui sont multiplexées. On peut commander. Je ne vais pas trop rentrer dans la technique du DMX, mais on peut commander beaucoup de projecteurs avec ce qu'on appelle un univers. Mais le DMX, ça permet de contrôler. Alors au début, c'était en fil. Alors il faut chaîner les projecteurs, c'est-à-dire rentrer un câble dans le projecteur qui sort, qui va dans l'autre et tout. On chaîne tous les projecteurs. Donc ça peut paraître un peu laborieux. Mais quand on a une installation fixe ou quand on reste plusieurs jours dans un même décor, il n'y a aucun problème. Et puis petit à petit, le DMX sans fil est arrivé. Alors au départ, le DMX sans fil, c'était juste la liaison entre la console, là c'était avec un iPad, et la chaîne des projecteurs. C'est-à-dire qu'on mettait un récepteur qui remplaçait juste la liaison entre l'iPad et puis la chaîne DMX. Et maintenant, chaque projecteur a sa petite antenne. C'est-à-dire on passe avec le système Lumen Radio et tout ça, on n'est plus trop en Wi-Fi. Parce qu'au début, avec le DMX, on peut être en Wi-Fi. Le problème du Wi-Fi, quand on est dans un environnement comme un salon, quelque chose comme ça, c'est très très pollué au niveau du Wi-Fi. Le Lumen Radio permet d'être plus propre, donc il y a moins de parasites. Et surtout, ça permet d'avoir les projecteurs qui sont indépendants. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de les câbler entre eux, ils sont indépendants. Et ça, c'est vraiment hyper pratique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose quand... tout ça, c'est un peu théorique si on n'y a pas touché, mais quand on y touche, c'est vraiment magique. On a un contrôle immédiat sur les projecteurs. Et contrôle immédiat, c'est-à-dire dans tous les éléments. C'est-à-dire, plus fort, on joue sur l'éclairage, on va jouer sur la couleur, on va jouer sur les effets, la température couleur, on va jouer aussi sur la bascule magenta vert. Donc tous les réglages du projecteur, on peut le faire à distance. Voilà. Et puis je voulais rajouter aussi une petite chose dans l'utilisation personnellement que je fais des LED. On parle des panneaux, mais il y a un élément qui est magique, c'est le louver. Le louver, je ne sais pas si vous savez, c'est une sorte de grille qu'on met sur un panneau. Et là, on est arrivé un peu au niveau de l'éclairage à avoir une lumière douce et une lumière douce qui soit un peu focalisée, délimitée. Avant, il fallait mettre un projecteur avec une diffusion, mettre une armée de drapeaux pour circonscrire cette lumière, qu'elle ne bave pas. Et par exemple, moi, si je prends des petits projecteurs, je vais le nommer un Minimix, par exemple, un petit projecteur qui est pas très grand, avec un louver, ça me remplace presque ce que je faisais avant avec une Fresnel.
C'est-à-dire j'ai quelque chose qui est directif. J'arrive à avoir de la lumière directive avec une LED grâce au louver. Et ça, c'est quelque chose à considérer parce que les LED, bon, quand on prend des grands panneaux comme les 360 Sky Panel, on a vraiment une très grande puissance. Et quand on dirige cette puissance, bah, on commence à avoir de la lumière un peu qu'on peut sculpter. C'est pas simplement la lumière le panneau qui bave partout. On peut diriger cette lumière et on peut travailler avec. Voilà. Donc c'est aussi, ça change, et plus on utilise les produits, plus on change sa manière d'éclairer, toujours dans le même but d'avoir un résultat à l'image qui nous plaise, quoi. Merci Vincent. Oui, parce que le but quand même, c'est que ça soit démocratisé quand même, le DMX sans fil. Alors, le DMX, c'est un truc qui existe depuis très longtemps dans l'usage de la lumière dans les spectacles, parce qu'évidemment, avec les projecteurs à effet, les automatiques, c'est impossible d'utiliser ça sans le DMX. Dans l'usage qu'on en fait dans nos métiers de cinéma et même de télévision, ça l'était beaucoup moins. Ça ne l'était presque pas, et je dirais même que ça ne l'était pas du tout, sauf quand on avait un studio tout en tungstène, parce que le tungstène est facile à commander. On peut le dimmer avec des gros blocs de puissance, donc ce que les opérateurs avaient bien compris et quelquefois utilisaient. Le HMI n'a jamais été très dimmable, donc c'était compliqué de s'en servir avec un dimmer, donc il n'y avait pas d'intérêt à utiliser le DMX auparavant. C'est vrai qu'avec l'arrivée de la LED et l'arrivée des possibilités que la LED offre, c'est-à-dire en réglage d'intensité, en réglage de température, de couleur et tout ça, ça devenait presque chiant d'avoir un projecteur sur lequel on pouvait tout avoir, mais qu'il fallait envoyer un gars au bout du studio, modifier ça, parce que c'était pas facile de le faire simplement. Donc il y a eu des gens qui ont détourné un peu l'usage du DMX et qui se sont dit pourquoi ne pas se servir de cet outil qui existe depuis très longtemps dans d'autres métiers. Pourquoi ne pas s'en servir sur les plateaux, et puis petit à petit c'est rentré avec comme dit Vincent, Luminaire sur un iPad. C'est un logiciel qui est facile à appréhender, même si on n'est pas dans ce milieu. On le télécharge, on paye un peu d'argent parce que ça coûte un peu, mais on télécharge ça sur l'Apple Store et on a une console DMX sur son iPad. Et du coup, ça a démystifié un petit peu l'usage de ce produit, et je pense que même si beaucoup de gens ne l'avouent pas, il y en a beaucoup qui s'en servent quand même. Le câble était un vrai souci. Parce que, comme dit Vincent, sur une journée de tournage, être obligé de tirer du câble pour l'alimentation et retirer du câble pour le DMX, il y en avait beaucoup pour dire ah non, c'est trop compliqué, je préfère ne pas le faire. L'arrivée du DMX sans fil, on va dire le CRMX, Lumen Radio, permet de le faire presque sans rendre compte. Il n'y a plus qu'un émetteur à rajouter dans l'installation et on pilote ses projecteurs. Et maintenant, avec l'arrivée des récepteurs CRMX directement dans les projecteurs, parce qu'avant il fallait quand même rajouter un récepteur. Grâce à DMG, entre autres fabricants, on a maintenant le récepteur directement sur le produit. Eh bien, c'est devenu tellement simple que je pense que ça va prendre comme un feu de poudre, quoi. Je pense vraiment que vous allez vous en servir. Même si vous avez le sentiment que c'est pas pour vous, je pense que vous allez tous vous en servir. Ça va être le début d'une belle histoire. Il est chaud, Nils, là. Non, mais tout ça résonne. Moi, j'ai le nez dedans depuis des années. Donc, j'ai découvert le DMX, moi, il y a 5 ans ou 6 ans, quand on a fondé DMG. Donc, je connaissais pas. J'ai appris que c'était hyper simple, c'est des 1, des 0.
Et c'est pas très compliqué. Non, le cofondateur de DMG, j'ai fondé DMG avec 2 personnes, mon grand frère Mathieu, opérateur caméra, et Nicolas Gerg, qui était électro pendant une dizaine d'années, qui a fait que de la fiction. Et quand je l'entends parler devant un groupe comme ça, il dit tout le temps la même chose. Si vous avez envie de vous former, si vous avez envie d'apprendre quelque chose et que vous connaissez pas le DMX, formez-vous en DMX. C'est incroyable comme système, c'est pas compliqué, ça a l'air d'être compliqué avec les adresses, les profils et compagnie. C'est en fait ça assez simple, faut se pencher un peu dessus. Mais pour ceux d'entre vous qui ont peut-être de temps en temps du mal à trouver du boulot ou voilà, qui ont du mal à percer, je sais que la vie d'intermittent, je la connais à travers mon grand frère et mon associé. Est compliqué, formez-vous en DMX parce que c'est aujourd'hui l'outil par excellence de pilotage à distance de luminaire et ça vous donne une liberté de travail qui est juste hallucinante. Et la partie sans fil, c'était des fils avant, puis c'est maintenant du sans fil comme Internet chez vous. C'est du RJ45 au Wi-Fi, c'est le même principe. Et c'est comme votre ordinateur, votre portable, c'est le DMX sans fil, c'est l'objet connecté. On fabrique nous on n'a pas très envie nous de faire des produits compliqués. Hein. C'est vous qui, on le fait pour que ça vous bénéficie à vous. Vous êtes les bénéficiaires de toutes ces avancées technologiques. Mais voilà, DMX sans fil, c'est votre lumière est connectée. Vous êtes sur votre chaise, vous avez vos 12, 15, 18, 20, 50 sources et vous êtes avec votre téléphone portable, votre console, votre iPad et vous pouvez piloter tout ça. C'est la table de mixage du DJ. Enfin, pour moi, c'est l'outil indispensable à connaître, à maîtriser. Et si vous avez des questions, vous nous appelez. Nous, on sera ravis de passer le temps qui a passé en visioconférence. Si vous voulez descendre à Lyon, on passera du temps autour d'un café vous expliquer comment ça marche. C'est simple. Des profils, des adresses. Voilà, c'est tout ce que vous avez à comprendre. Donc la table du DJ. Pour revenir à la question de la fiction, aujourd'hui, tous les commissariats de police que vous voyez à la télévision, évidemment, sont reliés en DMX. L'adoption se fait très rapidement avec effectivement tous les nouveaux paramètres qu'on a à contrôler ou qu'on a la possibilité de contrôler sur les éclairages LED. Ça s'intègre avec des produits traditionnels, avec des interfaces. Et je suis très d'accord avec Niels. Si vous avez un truc à apprendre aujourd'hui, c'est apprenez le DMX. Ça donne... Le but de ça, c'est d'augmenter la productivité et comme qu'on aime en parler ou pas, vous êtes tous appelés à devenir de plus en plus productifs. Donc ça, c'est vraiment un outil où seul ou à deux, on peut gérer 8 projecteurs très simplement, très rapidement, changer les ambiances, recréer même dans des endroits simples, passer d'une ambiance jour froid à nuit ou à intérieur chaud pour une entrevue où on veut marquer un décalage dans le temps, dans les segments d'entrevue pour des documentaires ou ainsi de suite. Ça permet de vraiment de pouvoir piloter, amener des petites touches, des effets très simplement sans avoir accès à des escabeaux, sans être encombrant. Donc oui, allez-y, apprenez, hein, c'est bon. Pardon. Okay. Before I start my monologue, who of you has not used already DMX? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais utilisé DMX? Okay, so a lot of people have already experience. If you don't have experience or you lack experience, find a console operator. Donc, s'il n'y a pas de possibilité pour vous d'apprendre DMX, il faut déjà trouver un opérateur de console. That is, from my perspective, you all should, of course, understand the rules of DMX and the principles. But when it comes to be fast, and I'm pretty sure all of you have to be fast on set on a daily. As the workflow has to be quick, up and ready. And an experienced console operator is definitely an asset to an easy life. Donc, si on parle par programmation comme telle, il faut toujours être il faut travailler très vite. Et donc, il faut apprendre très vite. Et donc, n'importe quel opérateur des consoles, c'est toujours une personne qui est qui travaille avec beaucoup d'efficacité et avec beaucoup de rendement, on peut dire. Give you a couple of examples why. But first of all, if you find a good console operator, a lot of them comes from the rock and roll. So the question is, do they really understand your language? I'm not talking about English and French in that kind. Yeah, sometimes it could be tricky.
Donc si vous êtes à la recherche des bons opérateurs des consoles, des pupitres, il y a une forte chance que vous allez trouver quelqu'un qui est issu des mondes des rock'n'roll, du monde de la musique, et cette personne-là, il n'est pas nécessairement sur la même longueur d'onde comme vous. Donc ça veut dire qu'il y aura un problème des vocabulaires, des langages, etc. Digital lights with control via DMX gives a lot of possibilities, definitely. There are some ways you can also work with those luminaires without this big and also expensive consoles. Of course, there are software consoles available as well. Nevertheless, all the things that they have built in need some experience to be used properly. But de nos jours, vous n'êtes pas obligé de travailler avec les consoles du tout, parce qu'il y a des autres solutions, des contrôles des luminaires qui existent déjà sur le marché. DMX has developed over time, of course, as well. And the beginning and still the main usage is DMX by itself. But of course, there is a bidirectional communication and on top with RDM. There are two things going IP, so streaming ACN and also ArtNet. ArtNet is I would say the nice thing about it, the good thing about ArtNet, it also comes with RDM possibility. Et si on parle des DMX, bien sûr que la technologie évolue depuis 1996. Donc maintenant, il y a RDM, donc c'est la communication bidirectionnelle. Ça veut dire que votre luminaire, il communique avec pupitre, il communique avec votre outil de contrôle, qu'auparavant, avec DMX, c'était vraiment, vous envoyez la commande et c'est tout. Donc maintenant, vous pourrez vraiment communiquer avec vos luminaires. Ça devient, votre lumière devient vraiment une lumière intelligente qui communique avec vous de façon bidirectionnelle comme transmetteur et récepteur. Of course, there are apps. For those of you who are born with an iPad, we have our own app, Stellar, which relieves you of the complications and the complexity of creating networks. Il y a un outil de contrôle chez nous, sans fil, qui est disponible sur Apple Store. Cet programme, cette application s'appelle Stellar. Donc, ils évitent des connexions par câble. Donc, c'est complètement sans fil. Et toute la programmation DMX, ça se fait en background. Donc, ça se fait automatiquement. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire le travail des programmations. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas des notions, des différents nœuds. Donc tout ça se fait automatiquement par cette application. One example, for instance, which I like to use a lot, I'll do via a pixel mapping program. Doesn't matter which one, I use one, and I take the library or create the video, and I directly feed that video via a standard Cat5 cable, or Cat whatever, to the Ethercon port of our luminaires, and then I have a dynamic lighting setup, which is, I don't program it the way, I create a video and feed the video. And if you like to use that in any kind of, with the cars going by or trains, whatever kind is moving in the background, you can easily replicate the light by feeding it through the video. And you don't have to think about it in terms of what DMX mode has to be used and what are my remaining channels, and do I have a 120 ohm terminator in my pocket, if that does mean anything to you. So there are a lot of things to keep in mind. And if you do DMX, and definitely it's a great way to control the luminaires, there's just one thing I would like to remind you. Buy expensive cables. Don't go with cheap and crappy cables. Donc, il est très important d'avoir les câbles de bonne qualité. Donc, ça veut dire que c'est toujours bien de dépenser un peu plus, mais d'être sûr que votre câble il est au niveau. Ensuite, donc, Florian, il utilise dans sa vie différents programmes qui sont basés sur les technologies des pixel mapping. Il y a vraiment beaucoup des offres sur le marché actuellement. Donc, quand il fait ça, il peut ensuite extrapoler certains effets sur les sources luminaires et les reproduire différents effets des lumières, comme voiture de police, comme discothèque, etc., etc.
And my background is I'm an RF engineer. So when it comes to wireless, I'm all in. One reason why we struggled with the idea of integrating wireless DMX in any way into our products was we were looking for a standardization. Unfortunately, there is little or no progress when it comes to that, but it seems, and I try to get your buy-in on that, we've been still waiting for that. It seems that CRMX by this Swedish company Lumen Radio has become of an industry standard somehow. It's in your products as well, right? We use it, a couple of others, also like KinoFlow. So we try to be with a bunch of guys who's using that kind of technology. But this is for me also, again, the starting point. It's already great today, but I promise you within the next 3 to 5 years, there are more things to come up. Beyond the limitation of 2.4 gigahertz, we will have the possibility to run more things in parallel, even on the same band, because the chips become more powerful. So there's, as I said, and I unfortunately repeat myself, there's a lot of things in development. And things keep moving. Donc Florian, il a commencé sa carrière comme un ingénieur dans tout ce qui est sans fil, donc il connaît le sujet un tout petit peu. Donc il dit que actuellement il y a ce problème des manques de standardisation dans tout ce qui est DMX, mais heureusement il y a Lumen Radio qui est un nouveau protocole des CRMX qui est utilisé par beaucoup des fabricants en ce moment. Donc on peut dire que c'est de facto le standard pour tout ce qui est DMX sans fil. Donc c'est Lumen Radio CRMX. Chez Harry, on a commencé à développer les solutions sans fil il y a déjà quelques temps. Et donc nous, on était confrontés à cette problématique des manques de standardisation, mais en même temps, on a essayé de faire nos solutions qui est à nous, les solutions customisées, mais on peut dire que les wireless DMX, CRMX, Lumen Radio, c'est maintenant le standard de facto. Ok, merci beaucoup. Il reste quelques minutes, donc je vais passer le micro à ceux ou celles qui ont des questions avec ce qu'on a pu discuter là jusqu'à présent pendant 1 heure. Ouais. Oui, bonjour. Donc je voulais poser une question sur la durée de vie des LED, avec toutes les sous-questions que ça peut engendrer sur les caractéristiques physiques, économiques, techniques, etc. Et enfin, en tout cas, sinon parler du cycle de vie d'un appareil projecteur à LED et de ce qu'il peut être. Voilà. Merci. I take the first crack. Il y a une durée de vie théorique de la LED qui est en général d'à peu près 50 000 heures. C'est ce que les fabricants de LED écrivent sur leur fiche technique. 30 000, 40 000, 50 000. Donc ça parle uniquement de quand la LED, entre la LED, le moment où elle s'allume et le moment où elle va s'éteindre en sa fin de vie, quoi. Parce que le challenge, et Florian y a touché un peu tout à l'heure, c'est de savoir comment la lumière va se comporter pendant cette durée de vie. Et comme la vie d'un tube fluo, la vie de n'importe quelle ampoule, il peut y avoir des variations colorimétriques. Et donc c'est là où l'outil, quand on fait de l'éclairage multichromatique, la qualité, enfin la stabilité de la colorimétrie ou du rendu de lumière de la LED est important. Et donc c'est pour ça que c'est important que le luminaire il embarque un outil de calibration qui permette de réguler un petit peu, comprendre et faire en sorte que on va essayer de rester homogène sur la durée de vie des LED. Donc pour répondre à ta question, une LED elle peut rester allumée pendant plusieurs années sans qu'il se passe rien du tout. En termes d'allumage, par contre, il risque d'y avoir des variances. Nos LED à nous, il n'y a pas de garantie, hein, mais on sait que pendant 20 000 heures, en pleine puissance, elles vont pas bouger colorimétriquement. Elles vont délivrer exactement la même donnée nanométrique ou la même colorimétrie pendant 20 000 heures. Et qu'après 20 000 heures en pleine puissance, on va commencer à avoir des chutes assez faibles et qui vont en fait être exponentielles, assez faibles au début et qui vont être exponentielles jusqu'aux 50 000 heures de la LED, quoi. Donc voilà pour ma réponse. Okay.
the lifetime mainly depends on the heat management. And that makes it also, that one of the reasons why it makes it so complicated to come up with a very compact light source. As we all talked about, the LEDs have been developing, and of course also the efficiency of the LEDs has increased. So more lumen per watt. Unfortunately, physics has not changed. And the question is how to cool those LEDs. And that has become the biggest challenge, I would say. And that is also the main reason from my perspective why it took so long until the first hard lights, even the chip on board, came up. So in terms of heat management, it's much more complex to do it with this point light, light source than compared to panels. But heat management is the most critical topic. In a nutshell, the LED will survive it if it's cool enough. Everything else in the electronics of the luminaire. So whatever you have in terms of capacitors built in or other active components, the LEDs are, from my perspective, the most stable. And in Germany, there's a the primetime news studio in Hamburg. It's called the Tagesschau. They have tested our L series for 15 months before they went live. And the oldest products there have a burning hours, so lifetime of more than 40,000 hours. And within this lifetime, we also exchanged a couple of the luminaires. So we took some out, tested them again, and also got new ones in. And there was no change in terms of the light characteristics or the settings. And, sorry. Juste pour vous donner une idée, sur les 20 000 heures dont Niels a parlé, ça veut dire que le projecteur est resté allumé pendant 8 ans, 8 heures par jour, 300 jours par an. Voilà, c'est ça 20 000 heures. On aura déjà changé de projecteur et de version, quoi. Ouais. Bonjour. Moi, je voulais juste préciser un peu plus les choses d'un point de vue esthétique, parce ça a beaucoup parlé technique. Ce matin, j'ai assisté en partie à la première intervention sur la focalisation des panneaux LED. Sur les sources classiques, HMI, tungstène, tout ça, on peut focaliser avec des bandes d'or, des drapeaux, des calques, etc. Et j'ai l'impression qu'avec les panneaux LED, on a, à part, j'ai entendu parler du snap grid. Après, en termes de focalisation, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? J'ai l'impression que la palette elle est vachement restreinte comparée à des sources ponctuelles classiques. Voilà, c'était tout. Je crois qu'il y a pour l'instant, il y a que les Fresnel qui techniquement et mécaniquement qu'on puisse focaliser. Donc je vois pas ce qui. Alors effectivement, la problématique des projecteurs focalisables, on va dire, à LED, c'est que quand on focalise un projecteur tungstène ou HMI, il y a un vrai écart d'intensité entre le projecteur quand il est fluide et le projecteur quand il est focalisé, spot. Sur certains produits, on peut multiplier par 3 la puissance, c'est-à-dire qu'on a 200 lux en fluide, on a 600 lux, 700 lux en spot. Donc ça, c'est assez impressionnant. En LED, ce n'est pas comme ça. Comme on est sur un cob, donc un chip qui, en fonction de la puissance du projecteur, est plus ou moins grande, focaliser, par exemple, un cob de 300 watts, ça fait à peu près cette taille-là. Focaliser ça, c'est assez compliqué. On n'est pas sur un petit filament. Donc quand on focalise, on va focaliser mécaniquement la lumière, mais cette focalisation-là ne va pas multiplier l'intensité. On va avoir une intensité à peine plus forte quand on aura focalisé que quand on sera en fluide, en fait. Et moi, je mesure ça fréquemment quand je reçois des projecteurs. On a en moyenne une multiplication par 1,5, ce qui est rien. On a 1,5 fois plus de puissance sur un projecteur, un cob en spot par rapport à sa intensité en fluide. Le DDO Light, c'est le projecteur sur lequel on a le plus grand ratio d'intensité. En fait, on va dire qu'on multiplie presque par 2 quand le projecteur est en spot. Et le spot des projecteurs à LED, il est très difficile à faire du fait de cette forme qu'il a, en fait. C'est un cob qui éclaire que comme ça, vers l'avant, on va dire.
et sur une surface qui est quand même assez grosse. Quand on est sur un projecteur de 500 watts, le cob est presque un peu plus gros comme ça. J'ai des môles 900 watts, c'est des cobs carrés, mais c'est la même chose. On a des lentilles Fresnel rondes, donc on fait du rond malgré tout. Mais le 900 watts, c'est un cob gros comme ça. Et le 1600 watts, le cob est gros comme ça. Comment voulez-vous que sur un cob aussi gros, on puisse avoir une focalisation aussi intéressante qu'on aurait eu sur un projecteur tungstène ou HMI qui fournit la même intensité. C'est pour ça qu'on n'a pas exactement le même rendu. Voilà, c'est pour cette raison que ce n'est pas aussi simple à focaliser un projecteur à LED qu'un projecteur tungstène ou HMI. J'espère avoir répondu à la question. Voilà, merci beaucoup. On est obligé d'arrêter parce qu'on a débordé un peu. Merci beaucoup pour votre attention et puis en espérant vous avoir éclairé. Voilà. Merci. Thanks a lot. You have a few minutes for me. I sent you an email late last night. You sent an email? Merci. Merci à vous. I'm sorry for the translation. Thank you very much. Merci Vincent. Florian, when Stellar will be compatible with other lights? I would say that the biggest problem to it is if we would go third party, we would go backwards from RDM to DMX. Unfortunately, there is beside movie lights, there is a big gap or lack of RDM capable lights. So Stellar is using this communication. So but there are lights that are compatible RDM. En fait, pour aller juste un tout petit peu plus loin dans la question et dans la réponse, c'est que du coup, dans la façon de vivre de la LED, le contexte extérieur aussi peut-il varier sur la réponse de la LED et son éclairage. C'est-à-dire justement la chaleur. Enfin voilà, les conditions climatiques ou climatisées. On va avoir une durée de vie moins longue. S'il dépasse la température elle a un impact, mais en tournage c'est quand même assez habituel. On parle quelques semaines, quelques mois, et la chaleur n'endommage pas de manière permanente. C'est temporaire en fait. Si t'as une surchauffe, la plupart des projecteurs sont équipés. voilà, ça crée pas de séquelles. Okay. Put it this way.